On va démarrer. Et merci d'être aussi nombreux. Je suis un peu impressionnée, je vous avoue. Je vais commencer par me présenter parce que voilà, vous ne me connaissez pas encore. Hop. Voilà. Donc moi, je suis Christina Hassen. Je travaille pour un cabinet qui s'appelle Epigo. Epigo, c'est une entreprise qui accompagne à la création d'entreprises et qui est plus vieille que moi, ça existe depuis 1986. Et aujourd'hui, je suis donc associée depuis pas très longtemps. Donc c'est un sacré challenge pour moi. Et je suis aussi donc accompagnatrice de start-up, facilitatrice et formatrice. Et ma casquette en plus de tout ça, c'est que je suis aussi un peu une intrapreneur. Et j'utilise donc mon projet d'intrapreneuriat chez Epigo, c'est FAIR. Donc voilà, je vais vous présenter FAIR, je vais vous expliquer comment j'utilise dans l'accompagnement. Et ah oui, et les derniers petits points aussi depuis pas très longtemps, donc j'oublie tout le temps d'en parler, je suis aussi co-directrice pédagogique d'une formation qu'on a lancée avec l'Université de Dauphine sur l'accompagnement de start-up et de projets d'intrapreneuriat. Voilà, dans les grandes lignes. Et donc, je vais vous présenter le petit programme d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de commencer par parler de votre rôle et du rôle de l'accompagnateur, mais aussi du profil des créateurs d'entreprise avant de découler sur le modèle FAIR et l'application que vous pourriez en avoir, vous, vis-à-vis des entrepreneurs que vous accompagnez. L'idée, c'est que ce soit un petit peu interactif. Donc, il y a des moments où je vais vous poser des questions également. Et j'ai gardé une session de questions à la fin. Il y aura aussi mes coordonnées, donc si vous avez des questions en dehors de maintenant, parce qu'il y a parfois des personnes qui ont un peu peur de prendre le micro, vous pouvez aussi complètement me les poser. Donc pour commencer à parler du rôle de l'accompagnateur, pour moi, accompagner un entrepreneur, d'une certaine manière, c'est se mettre à son service. On est là pour aider le créateur d'un projet à devenir entrepreneur. Je ne sais pas vous, mais moi, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne sont parfois salariés, voire les très jeunes entrepreneurs sont des étudiants avant ça. Et donc, le rôle qu'on a, nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est de permettre à ces personnes-là de devenir entrepreneurs et donc de prendre le recul nécessaire qui consiste à se dire qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, en quoi ça consiste et comment on fait. Le deuxième sujet, c'est de lui permettre de voir son projet. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui sont plutôt dans la technologie, dans l'ingénierie, qui voient leur projet uniquement par leurs produits, par exemple, et qui vont me dire « j'ai une super idée, je ne vais pas en parler à qui que ce soit, parce que je ne veux pas me la faire voler ». Un des exemples. Il y en a beaucoup, je pense que vous en avez aussi. Et nous, notre rôle en tant qu'accompagnateur, c'est de permettre à cette personne-là de prendre du recul et de se dire en fait, un projet entrepreneurial, c'est pas juste un produit, c'est pas juste des clients, donc c'est pas juste une stratégie, c'est un tout, et c'est un tout systémique. Et donc, ce qu'il faut faire prendre conscience à l'entrepreneur, c'est qu'il faut prendre de la hauteur et de voir le projet par tous ses aspects et par tous ses angles. Donc, je vois des têtes, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec ça. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. L'autre rôle qu'il y a aussi en tant qu'accompagnateur, c'est de l'aider à faire émerger ses solutions et ses propres solutions. Des fois, moi personnellement, ça m'arrive, il y a la petite pente glissante du on aimerait donner des réponses, dire tu devrais faire telle ou telle chose. Or, notre rôle d'accompagnateur, c'est la posture basse. Je pense que vous en avez déjà parlé hier sur certaines des conférences. Et l'idée, c'est de faire émerger les solutions à ces problèmes. Et pour faire ça, il faut pouvoir donc lui permettre de voir tous les aspects de l'entreprise, de prendre de la hauteur et de comprendre le côté systémique, encore une fois, qui est derrière. Et le dernier point, c'est aussi de construire avec lui ou avec elle les indicateurs de réussite. Et notamment pour ceux qui sont très ambitieux et qui vont vous dire « oui, moi, je pense que d'ici 1 an, je touche 15% de mon marché », c'est de dire que c'est pas forcément réaliste. C'est de challenger un petit peu ces choses-là et de faire prendre conscience que pour avoir des indicateurs qui soient pas non plus trop impressionnants, parce qu'il y a aussi ceux qui vont se mettre des challenges très très hauts et qui vont se décourager parce que justement ils se sont mis la barre trop haute, c'est de pouvoir donc avoir des indicateurs de réussite qui sont quand même réalisables et sur lesquels on va les accompagner. Et donc pour moi, j'aime bien vous verrez qu'il y a beaucoup de références cinématographiques. Pour moi, la création d'entreprise, c'est un voyage. Donc les entrepreneurs, c'est un peu comme Frodon qui va au Mordor, et nous, on est un peu des Gandalf. Voilà, c'est pas notre voyage, c'est pas nous qui prenons les risques, c'est pas nous qui faisons concrètement. Donc tout ce qui est le projet, la manière de faire, tous les aspects décisionnaires très importants de l'entreprise, c'est pas à nous de les prendre, c'est l'entrepreneur qui les prend. Par contre, nous, on va l'éclairer. L'idée, c'est de donner des réponses, bien entendu, à ces questions, mais c'est aussi de le challenger, de lui poser des questions pour l'aider à prendre conscience qu'on va peut-être pas passer par là, on passera par un autre chemin parce que c'est plus adéquat. Et donc, pour moi, l'entrepreneur, c'est elle qui s'engage à prendre les risques et c'est ça qui va être important. Cependant,
et c'est là que je vais commencer par vous poser une question, on entend souvent des injonctions. Pour réussir ce voyage, il faut être d'une certaine manière. Il y a des injonctions sur qu'est-ce que doit être le bon entrepreneur. Et donc c'est pour ça que je vais vous poser la question. Donc pour vous, c'est quoi être un bon entrepreneur? Qu'est-ce que doit être un bon entrepreneur? Donc n'hésitez pas à lever la main, je vous donne la parole et je veux bien vos réponses. Les qualités, ouais. Un décideur, ouais. Quoi d'autre? Une personne curieuse, ouais. Qui n'a pas peur de prendre des risques. Ouais, bonne capacité d'écoute. Qui sait se remettre en cause, qui se remet en question, ouais. Qui n'est pas borné, ça c'est important. Ouais, quoi d'autre? Un bon professionnel. Donc, c'est-à-dire compétence sur son domaine, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, donc qui sait voir tous les aspects de l'entreprise, qui prend de la hauteur. Ok. Oui. Savoir anticiper, effectivement. Se projeter, imaginer la suite. Oui. D'accord, ouais, qui sait bien s'entourer, qui s'isole pas. Ok. Un bon gestionnaire, ouais. Être flexible, donc s'adapter, ouais. Ouais. Une bonne dose de savoir-être. Quoi d'autre? Commercial, donc qui sait vendre quand même son produit. Ouais. Quoi d'autre? Un bon communicant. Donc qui sait vendre, mais qui sait aussi parler de son produit ou son service. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si on met tout ça bout à bout, ça vous fait penser à quoi? Comment? Le mouton à 5 pattes, ouais. C'est inatteignable, ouais. Aussi, tout à fait, ouais. Et c'est justement, merci pour la transition. Donc je le dis au micro parce que on est filmé, donc je te redonne le micro un instant. Oui, je disais que c'était peut-être aussi être conscient de ses qualités et de ses limites pour pouvoir s'entourer justement sur ce qu'on n'arrive pas à faire seul et pouvoir le faire avec quelqu'un du coup. Merci pour cette transition parce que il y a deux choses que vous venez de dire, donc ce que vous venez de dire et la personne qui a parlé du mouton à 5 pattes. Là, la description que je vous ai faite, c'est un peu un super-héros, quoi. C'est un super-héros, mais c'est un super-héros qui sait s'entourer, si on prend en compte justement toutes les qualités qu'on a décrites. Or, ça peut être assez intimidant. Donc, certes, c'est bien de bien se connaître, et c'est justement là-dessus qu'on va venir quand on va parler de faire, mais beaucoup d'entrepreneurs vont se mettre énormément de pression parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce que c'est qu'être entrepreneur, il faut avoir toutes ces qualités. Et nous, notre conviction, c'est plutôt la suivante, c'est qu'il n'y a pas un profil. Il n'y a pas ce profil qu'on a vu, entrepreneurs, ils sont tous différents, je pense que vous en avez accompagné, et un certain nombre, et en tout cas moi d'expérience, il n'y en a pas deux qui se ressemblaient, hein. Ils sont tous très très différents, ils vont tous entreprendre de différentes manières, de différentes façons, mais par contre, ils vont devoir faire les mêmes choses. Un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, intrapreneurial, ou même, vous allez voir avec le modèle FAIR, un projet en interne dans une entreprise, c'est souvent à peu près les mêmes activités. Et donc, notre conviction à nous, c'est que pour accompagner les entrepreneurs, il faut qu'ils apprennent à bien se connaître, qu'ils savent notamment comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qui les motive, mais aussi comment est-ce qu'ils vont bien s'entourer sur les aspects qu'ils risquent de mettre de côté. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous tendance à faire ce qu'on aime faire en priorité et mettre de côté un peu on cache sous le tapis, on cache derrière nous les choses qu'on ne veut pas faire, on procrastine, c'est naturel, c'est ça aussi quand on est un être humain. Hein. Et donc l'objectif de faire, que je vais vous présenter juste après, c'est ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs à, donc dans un premier temps, bien se connaître, donc bien savoir sur quoi ils vont aller, sur quoi ils sont bons, et donc on va les aider à voir comment est-ce qu'ils vont agir, comment ils vont prendre des décisions, comment ils vont faire face à certaines situations, mais aussi comment ils vont s'utiliser efficacement en tant qu'entrepreneurs. Et c'est pour ça aujourd'hui que, donc, je vais vous expliquer l'historique de FAIR. Nous, au démarrage, on le vendait aux entrepreneurs et on s'est dit que c'était quand même plus intéressant d'expliquer la méthode plutôt aux accompagnateurs. Et l'idée sous-jacente derrière ça, qui reste la même, c'est que les entrepreneurs qui se connaissent bien sont souvent ceux qui vont aussi savoir bien s'utiliser pour entreprendre. Donc la question, c'est pas forcément comment on est, mais c'est plutôt comment on fait. Un entrepreneur, c'est un faiseur. Donc après, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, il y a des qualités qui vont aider à aller plus loin, notamment si on a un bon communicant, si on a un bon vendeur. Clairement, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser. Mais ce qui va nous intéresser en priorité, c'est comment la personne va utiliser ces qualités-là au service du faire.
Et donc, notre parti pris, c'est que, voilà, pour le créateur, connaître ses forces et ses faiblesses, ça l'aide à bien appréhender son projet. Et pour vous, accompagnateur, quand vous avez un entrepreneur que vous accompagnez, savoir justement comment il va réagir, comment il ou elle va prendre des décisions, ça va vous permettre d'être plus efficace dans votre accompagnement. Parce que vous allez notamment savoir que, par exemple, quand vous allez arriver sur la partie financière, il ou elle n'aime pas ça, il ne sait pas s'y prendre dessus. Et donc, quand on sait que la personne risque de freiner des 4 fers, et parfois, moi, ce qui m'arrive, c'est qu'il ne donne pas de nouvelles, on est au courant. On sait que c'est un passage difficile pour eux. Et donc, bien les accompagner, c'est aussi de bien les connaître et donc de savoir comment on va pallier à ce qu'on appelle, donc moi j'appelle ça les creux ou les zones d'ombre. Voilà, typiquement le côté je vais pas faire ça parce que j'aime pas le faire, ou ceux qui vont pas forcément aller parler à des clients, qui vont vous dire non moi j'ai peur d'aller parler à des clients, ils sont toujours méchants, voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est de les accompagner sur mesure. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter Faire. Je vais vous présenter les 5 dimensions et l'objectif après, c'est qu'on puisse échanger, que vous puissiez aussi parler de votre expérience et de comment vous y prenez justement pour bien connaître l'entrepreneur. Donc le modèle Faire, juste pour vous expliquer d'où ça vient, à la base c'est un livre qui, je vais mettre la slide au complet, qui a été écrit par Daniel Bellassane et Marie Granger, qui sont les fondateurs de Epigo. Et ils se sont vraiment basés, surtout Daniel, sur l'accompagnement des entrepreneurs qu'il avait croisés sur sa route en plus de 25 ans, 35 ans d'expérience. À l'époque, c'était plutôt 25 ans parce que c'est sorti en 2011. Et l'objectif, c'était vraiment de réaliser qu'est-ce qui faisait qu'un entrepreneur réussissait. Et c'est là qu'il a réalisé que la façon d'être, certes, ça joue ça a son rôle, mais ce qui est vraiment important, c'est comment la personne fait. Et qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle a compris que l'entreprise, c'est un système et qu'il ne faut pas mettre de côté une des dimensions. Et c'est en allant interroger ces entrepreneurs qu'ils ont donc créé à la base ce livre. Et moi, quand je suis arrivée chez Epigo en 2016, on l'a dématérialisé et on a complètement changé de business model. C'est pour ça que je vous parle de projet d'intrapreneuriat, c'est qu'on est passé de l'entrepreneur à l'accompagnateur. Et donc ce modèle, aujourd'hui, moi je le diffuse, je le vends, je le partage à des personnes comme vous, à des accompagnateurs, pour que vous puissiez l'utiliser dans vos accompagnements. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a derrière les 5 lettres de Faire. Alors, les 5 activités clés de l'entreprise représentent les 5 lettres de Faire. Donc derrière chaque lettre, on a une activité, une dimension clé de l'entreprise. Et ce qu'il faut retenir à ce moment-là, quand vous allez le présenter, si vous voulez le présenter aux entrepreneurs, c'est que toutes ces activités sont aussi importantes les unes que les autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire non, c'est plus important de bien connaître son produit. Il y en a d'autres qui vont vous dire la rentabilité, c'est le plus important. Et là, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que c'est systémique et que tout est aussi important. Il n'y a pas une dimension plus importante qu'une autre parce que sinon, ça devient bancal. On peut essayer d'imaginer une sorte de table à 5 pieds. Si on coupe un pied ou s'il y a un pied plus long, voilà, ça marche pas. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un petit focus sur chacune des lettres pour vous expliquer ce qu'il y a derrière. Et après, comment vous allez pouvoir questionner l'entrepreneur pour comprendre ce qu'il ou elle aime faire parmi ces 5 activités et qu'est-ce qu'il ou elle il risque de mettre de côté. Et donc, bien entendu, j'insiste encore une fois sur j'y vais dans l'ordre. C'est pas un ordre d'importance, c'est juste l'ordre des lettres de Faire. Donc, la première lettre, c'est fabriquer. Donc, fabriquer, on va s'intéresser, moi j'appelle ça aux coulisses. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, si on imagine une boulangerie, c'est ce qui se passe dans l'arrière-cuisine, d'accord ? Enfin, je ne sais pas si on utilise le terme cuisine, mais dans l'atelier, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce qui va se passer entre le moment où l'entrepreneur a une idée et le moment où il va la réaliser. Donc, c'est tout l'opérationnel, toute la partie création, fabrication du produit ou du service. Donc, l'image que j'ai mise là, c'est plutôt donc, un artisan dans son atelier, mais c'est un peu l'idée. Et donc, quand on s'intéresse à cette dimension, ce qui va primer, c'est vraiment comment concrètement on fait. Quelles compétences j'utilise, quels matériaux j'utilise, pourquoi j'utilise telle ou telle chose. Et donc, on a vraiment une exigence produit ou service qui va être importante à ce niveau-là. Donc, ça marche aussi pour les services. Dans les services, si par exemple, on va développer une application, c'est quel code j'utilise, pourquoi est-ce que j'utilise telle couleur à tel endroit, ce bouton à cet endroit. C'est vraiment tout l'aspect fabrication. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que à terme, on ait un bon produit ou un bon service, quelque chose qui soit qualitatif, qui marche bien. Donc, je reprends mon exemple du boulanger, c'est ce qui se passe dans l'atelier, c'est quelle farine je vais utiliser, quelle méthode je vais utiliser, pourquoi est-ce que je vais faire reposer mon pain 20 heures au lieu de 30 heures, pourquoi est-ce que je vais le laisser dans le four autant de temps. C'est vraiment tous les enjeux de fabrication
avec cette envie, donc, pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs ingénieurs, de faire le produit parfait. Et donc moi, qu'est-ce que je leur dis à ceux qui me disent ça? Je leur dis, c'est génial d'avoir un bon produit ou un bon service, mais ça marche pas si on s'est pas intéressé à la personne à qui ça va servir. Donc c'est là qu'on arrive sur la dimension achalandée. Donc achalandé, vous remarquerez que c'est pas très commun, c'était pour qu'il y ait un A et que ça marche bien, mais je peux le faire avec l'accent, c'est achalandé. C'est vraiment la partie clientèle. C'est ce qui se passe en dehors donc, de notre arrière-boutique, c'est la vitrine, c'est la zone de vente de notre boulanger. Et donc ce qui va nous intéresser dans le achalandé, c'est le développement de la clientèle. C'est comment, d'abord, dans un premier temps, on va entrer en empathie avec le client. Donc si je suis boulanger, je vais essayer de comprendre quel est mon marché. Donc ça va être un peu l'étude de marché, qui est mon client, pourquoi aujourd'hui il va manger tel pain et pas du pain sans gluten. C'est vraiment comment je comprends mon client, comment j'entre en empathie, je comprends ses attentes, ses besoins, quel prix il ou elle est prête à payer. Voilà, c'est vraiment tous ces enjeux-là qui vont nous intéresser. Mais pas que, parce que comprendre le client, c'est important, mais il faut aussi savoir bien lui parler. Donc, je reprends ce que vous avez dit pour certains. Donc, il y a aussi l'enjeu de communication, de marketing, de savoir vendre son produit, trouver le bon canal de distribution si on est par exemple sur un service. Et c'est tous ces enjeux-là aussi qu'on va avoir sur le achalandé. C'est pour ça que sur cette image-là, je vous ai mis un petit vendeur. Donc là, on est sur un marché, sur un souk, mais c'est un peu l'idée de transmettre, de donner le produit ou le service à notre client. Et qu'est-ce qui se passe après la vente? Il y a plein d'entrepreneurs qui oublient ça. C'est aussi la fidélisation, le service après-vente, qui est de plus en plus important aujourd'hui, que certains entrepreneurs négligent encore, mais ils oublient qu'il y a les avis Google maintenant, notamment sur du service, ou sur du produit, les avis là où on vend notre produit. Donc le achalandé, c'est vraiment tout ça. C'est comment est-ce que l'entrepreneur a pris conscience que son produit ou son service va être d'abord à destination d'un public, qu'il faut trouver les moyens de parler à ce public-là, et qu'en plus, il faut aussi prendre en compte tous les aspects autres, qui consistent à se dire, comment je satisfais mon client, ou comment je fais pour que celui-ci ait envie de parler de mon produit à mon service à quelqu'un d'autre. Donc on a vu le produit, la fabrication en tant que telle. Là, on était donc sur le client. Mais tout ça, ça marche aussi avec un minimum donc, de stratégie. Donc c'est là qu'on arrive, excusez-moi, j'ai sauté une slide, sur le imaginer. Donc imaginer, c'est la projection. Et c'est un enjeu majeur qui consiste à faire prendre conscience à l'entrepreneur qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement vite. Que ce soit la technologie, les habitudes de consommation, la politique, l'écologie, il y a tout qui bouge extrêmement vite. Or, si on reste ancré sur ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on se dit toute ma vie je ferai la même chose, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que un des enjeux pour les entrepreneurs, c'est de se projeter, c'est de faire preuve de stratégie, c'est d'anticiper. Je sais plus qui avait dit ça tout à l'heure. C'est vraiment penser à l'après et s'adapter à tout ce qui peut nous arriver. Donc c'est toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour être flexible, faire preuve d'idées innovantes, d'avoir les solutions originales qui vont nous permettre de prendre de la hauteur, et de voir au loin. C'est vraiment la vigie qui regarde l'avenir. Je prends un exemple très proche, c'est quand, avec le Covid, on a fermé les restaurants, c'est tous ces restaurateurs qui se sont adaptés et qui se sont dit, je vais faire de la vente à emporter. Il y a ceux qui l'ont pas fait, ou qui l'ont fait, mais vraiment en prenant énormément de temps parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de changer leurs habitudes, ou ça leur faisait juste peur. Et il y a ceux qui ont pris le pli extrêmement rapidement. L'autre exemple que je prends et qui est assez parlant, mais un peu ambigu parce que c'est plus complexe que ça, c'est Kodak. Voilà, entreprise quand même reconnue qui faisait d'ailleurs la recherche et du développement sur l'appareil photo numérique, mais qui n'a pas pris le pli, qui n'a pas changé son business model pour tenir sur la durée. Donc imaginez, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que on va faire preuve d'adaptation au quotidien. Donc on avait notre produit, nos clients, on a notre stratégie, mais tout ça, ça tient la route avec un minimum d'organisation. Alors souvent, c'est le point qui est le point douloureux d'expérience, en tout cas statistiquement parmi les entrepreneurs que je croise, ils ont souvent un peu de mal sur cette partie-là. Donc le rentabiliser, c'est la partie financière, c'est tout le modèle économique qu'on va avoir sur le projet, mais c'est aussi tous les process internes, donc toutes les méthodes, la rentabilité, l'administratif, le juridique, c'est toutes ces choses-là que moi j'ai matérialisées par une calculette, mais c'est pas tout. C'est une calculette, c'est les contrats, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour que le projet fonctionne bien et que ça marche bien. Donc si je reprends l'exemple de mon boulanger, ça va être ses comptes, typiquement. Si le prix du blé augmente, comment est-ce qu'on adapte ça aussi sur notre cahier des charges, sur la façon dont on va fabriquer. Alors le prix de l'électricité, encore pire,
Donc c'est vraiment voilà, tous ces enjeux-là qui sont indispensables pour que le projet tienne et soit viable dans la durée. Je cherche le propriétaire ou la propriétaire de la Kia noire GK 439GB de Toulouse. Non. C'est une voiture qui bloque. Pas de souci. Donc le rentabiliser, c'est vraiment ça, c'est tous les aspects. Et j'ai fait exprès de mettre en picto les petits rouages, c'est les process internes, c'est la machinerie, moi j'appelle ça les coulisses aussi. C'est une autre forme de coulisses, mais c'est voilà, comment est-ce qu'on met en place des process pour que ça marche et que ça marche bien. Et souvent, c'est là que ça pique. Donc le business plan, on va le mettre là-dedans, par exemple. Donc on avait notre produit, on a nos clients, notre stratégie, on a donc la partie organisationnelle financière. Et à votre avis, c'est quoi le dernier? Qu'est-ce qui nous manque dans les 5 dimensions? Comment entraîner, ouais. Et entraîner, à votre avis, c'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot entraîner? Les équipes, le RH, effectivement. Tout à fait. Exactement. Donc, le entraîner, c'est les autres, tout simplement. Il y a plein d'entrepreneurs qui me disent, moi, j'entreprends seul, je n'ai pas besoin. Je dis, t'as peut-être pas d'associé, mais aujourd'hui, il y a des gens qui t'entourent, que ce soit ton réseau ou même très proche la famille. Hein. Moi, j'ai des entrepreneurs. La famille a été un frein. C'était des salariés qui avaient un très bon salaire, qui avaient des emprunts, des enfants dans l'école privée. Et donc, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ça fait peur à tout le monde. Donc, dans un premier temps, dans le entraîner, on va avoir la question de faire collaborer, emmener les gens avec nous dans le projet. Donc, ça va être la famille proche, par exemple, dans un premier temps, mais ça va être aussi après le réseau, les personnes qui vont travailler avec nous et les fournisseurs, les partenaires, les personnes aussi qu'on va potentiellement recruter si on est une entreprise qui grossit. Donc, le recrutement, mais aussi le management qu'on va mettre derrière. Donc, entraîner, c'est tout ça. C'est comment on est un peu comme cet entraîneur qui va trouver les bonnes ressources, identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir aider sur le projet, faire réseau, un peu ce qu'on est en train de faire nous là, finalement, pendant 2 jours, pour après aussi savoir qui contacter à quel moment pour faire avancer le projet et pouvoir recruter et faire ça ensemble. Parce que même si on est un entrepreneur solo, on est dans un écosystème, on est entouré constamment d'autres personnes et donc c'est important aussi de prendre en compte tout ça. Et donc parmi ces 5 dimensions, comme vous vous en doutez, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des dimensions que l'entrepreneur aime, qu'il apprécie, qu'il va faire naturellement, sans même se poser la question. Ils vont généralement venir vous voir, ils vont vous parler parfois d'une seule dimension parce que c'est ça qui les motive et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils se lancent. Et il y en a d'autres qui vont avoir tendance à mettre de côté, sur lesquels ils sont en inconfort. Et donc ils vont vous dire ça j'aime pas, ça je sais pas, ou voire ils vont même pas vous le dire et c'est juste qu'il y aura plus de son, plus d'image pendant un moment, au moment où vous les accompagnez sur le domaine qui les intéresse un petit peu moins. Et donc c'est ça le profil d'entrepreneur et c'est quelque chose que vous allez pouvoir déterminer aussi grâce à faire. Donc l'idée c'est vraiment de questionner les entrepreneurs. Donc c'est ce que je vais vous montrer juste après, on va voir les mises en application. Pour comprendre, pour essayer de les questionner par notre posture. Donc ça peut être en début d'accompagnement et d'aller comprendre ce qu'ils vont faire, ce qu'ils aiment faire. Et déjà, juste en leur présentant le modèle, voir s'ils ont bien compris que l'entreprise, c'est un peu de tout ça. Parce qu'il y en a plein qui vont voir uniquement ce qui les intéresse, parce que c'est ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, c'est parce que c'est aussi leurs compétences, et qui ne voient pas le côté systémique et tout le reste. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai peut-être une en lien avec les autres ateliers auxquels on a participé. Dans quelle dimension vous mettez toute la réflexion autour des valeurs, autour de la prise en compte des enjeux, notamment environnementaux, etc. Ça ne fait pas partie des lettres. En tout cas, ce n'est pas un pilier. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Et est-ce qu'on doit le distiller ou est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous nous conseillez ? Merci pour cette question. Alors, pour moi, c'est assez transverse, même si il y a des focus, par exemple, si je parle de la raison d'être. Aujourd'hui, ma raison d'être, c'est justement de changer mon environnement, faire en sorte d'avoir un impact sur mon environnement. On va l'inscrire principalement dans le entraîner, parce que par rapport aux personnes qui vont travailler avec nous, notre réseau, mais ça peut être aussi un élément marketing. Donc là, on va le voir dans le achalandé.
Et ça peut se matérialiser d'une certaine manière et donc faire un ping-pong sur notre fabriqué. Si par exemple on veut essayer de fabriquer en consommant moins de CO2, en essayant d'avoir un impact environnemental encore moindre. Donc il y a plusieurs couches. En fait, en fonction de l'impact et de ce qu'on veut faire avec l'impact qu'on veut, ça peut s'inscrire dans plusieurs des dimensions. Et le imaginer encore plus, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur la planète et tout ce qu'on observe avec le réchauffement climatique, en être conscient, on commence par le imaginer, mais ça va forcément découler sur le reste. Donc je dirais que c'est un peu transverse et ça vaut le coup quand vous accompagnez des entrepreneurs à impact de les re-questionner aussi sur ça, parce que parfois ils imaginent le côté je veux avoir de l'impact, mais ils pensent pas à la résultante sur la façon de faire concrètement dans leur projet. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, parce que c'est très facile quand on a des gens face à nous qui sont avec ce raisonnement à impact. Je pense qu'effectivement, ils vont cocher un certain nombre de choses et on va arriver, nous, par notre technique, à remplir les autres cases. En revanche, quand ils ne le sont pas, oui. Moi, aujourd'hui, je me pose la question s'il ne faut pas démarrer par ça. Oui. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre territoire? Plutôt que de commencer à dérouler comment vous allez fabriquer et avec quels moyens. Voilà, donc c'est ma réflexion, hein, là c'est un peu brut, oui. mais qui du coup percute ce que vous me présentez. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt le imaginer. Par exemple, moi j'utilise l'outil Pestel, pour moi que j'inscrirais dans le imaginer, pour faire prendre conscience de tout ce qui se passe autour. Et donc c'est peut-être de commencer par ça pour voir quelle est la vision d'ensemble, parce que le imaginer, c'est vraiment prendre de la hauteur aussi sur ce qui se passe en dehors de la petite sphère dans laquelle l'entrepreneur se lance, pour ensuite effectivement l'emmener et le questionner sur le reste. Ça peut être une approche intéressante. Alors je vais vous montrer les mises en application et après je vous laisserai le temps de poser d'autres questions. Donc sur l'application, c'est aujourd'hui qu'est-ce que faire va apporter à votre accompagnement. L'objectif, pour moi, en vous le présentant aujourd'hui, c'est de vous aider à l'utiliser parce que en connaissant mieux l'entrepreneur que vous allez avoir en face de vous, vous allez réussir à anticiper aussi d'une certaine manière ses modes de fonctionnement, sa façon dont il va s'intéresser ou pas à certains sujets, mais aussi ses évidences, ses motivations. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai accompagné un entrepreneur qui était un ancien directeur financier. Il se lançait dans un projet de cybersécurité. Et je l'ai questionné en utilisant la méthode FAIR. Et pour moi, c'était une évidence que cette personne allait être hyper à l'aise, voire très intéressée par le rentabiliser. Pas du tout. Au contraire. Donc c'était très intéressant parce que ce qu'il m'a dit, c'est que ça, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et aujourd'hui, il en avait marre. Tout ce qu'il voulait, c'était faire autre chose. Et donc, dans l'accompagnement, ça a été un vrai enjeu pour moi de l'emmener. Alors, il a réussi à le faire, il l'a fait très bien parce qu'il avait la compétence, mais le motiver à s'intéresser même à la partie financière, ça a été quelque chose. Donc, l'idée vraiment pour vous, en tant qu'accompagnateur, c'est de mieux comprendre l'entrepreneur, de le questionner, d'aller comprendre ce qui va le motiver, ce qu'il va faire naturellement, mais aussi qu'est-ce qui lui fait peur. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, ou ça peut être tout simplement j'ai plus envie de faire ça. J'ai déjà eu aussi des ingénieurs qui voulaient plus fabriquer. C'est plus rare. Mais voilà, ça peut aussi arriver. Et donc, pour vous, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir être plus pertinent, de pouvoir faire un accompagnement sur mesure, tout en faisant des effets de levier. Parce que l'idée, c'est pas de forcer un entrepreneur à faire quelque chose qu'il aime pas. Là, on le braque et généralement, il disparaît. Donc, c'est vraiment de faire effet de levier, de valoriser ce qu'il ou elle aime faire, de dire que c'est super bien, en fait, d'avoir cette compétence ou cette motivation-là. Et de l'aider à trouver, donc ce que vous disiez tout à l'heure, des complémentarités à l'extérieur sur les choses qu'il ou elle ne sait pas faire. Et parfois, ils n'en sont pas conscients eux-mêmes. Et donc, par le questionnement, vous pouvez identifier toutes ces choses-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que entreprendre, c'est pas facile, ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation. C'est un chemin parfois chaotique, c'est pour ça que j'ai pris l'image de Frodon. Hein. On voulait prendre un chemin, c'est pas du tout ça. En plus, il y a plein d'obstacles qui se présentent. Et donc, l'accompagnement avec FAIR, c'est un accompagnement positif. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce que l'entrepreneur aime faire et c'est de lui faire prendre conscience en priorité de ses forces pour ensuite pallier à ses creux. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre cet effet de levier, de continuer à l'intéresser, à lui faire prendre conscience que l'entreprise est systémique et qu'il a des atouts. Et c'est comment s'en servir au service d'autre chose. Donc, exemple assez commun, moi, que j'ai, c'est que j'ai des entrepreneurs qui ont beaucoup d'imaginés, qui ont 50 idées à la minute.
voire d'un rendez-vous à l'autre, ils ont changé d'idée. Et souvent, ils ont un creux sur le rentabiliser. Donc moi, ce que je leur propose, c'est que je leur dis, est-ce qu'on pourrait imaginer des indicateurs pour toi qui seraient pertinents? Et donc au lieu d'avoir, par exemple, même si c'est très important d'arriver à un compte de résultat sur lequel on va mettre des informations, et donc dans le prévisionnel, il y a vraiment le standard sur lequel on doit s'appliquer, mais plutôt que d'y aller directement et de leur présenter ça, c'est de les laisser imaginer leurs propres indicateurs qui leur permettraient de s'intéresser et d'avoir la curiosité nécessaire pour aller sur le rentabiliser. Et donc, dans les mises en application, moi, ce que je vous propose sur la mise en pratique, c'est d'avoir, donc, lors d'un entretien, des questions ouvertes sur lesquelles vous pouvez d'abord donc, présenter le modèle et après questionner sur chacune des dimensions. Donc, en disant, donc, avant même de questionner sur chacune des dimensions, vous pouvez d'abord dire, voilà, par rapport à ce modèle, à ton avis, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais naturellement? C'est quoi aujourd'hui ta motivation? Quand tu te réveilles le matin, à quoi tu penses? C'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit? Et après, c'est aussi voilà, de demander des exemples concrets. Donc, notamment sur, quand ils vont vous parler de leur creux, c'est, OK, concrètement, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne t'intéresses pas à ce sujet ou que ça peut te bloquer? Parce que des fois, c'est aussi des blocages qui peuvent être des blocages culturels, ça peut être aussi des blocages scolaires. Moi, j'ai eu un entrepreneur assez jeune qui aimait pas le rentabiliser et qui m'a dit tout de suite, moi, j'aime pas les chiffres. Donc, on a creusé, j'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait, qu'il aimait pas les chiffres. Et c'était très intéressant parce que ça allait assez loin, hein. J'ai quand même creusé et il était constamment, en tout cas, comparé à un de ses oncles qui achetait, qui revendait des entreprises. Donc toute sa famille lui mettait la pression en lui disant toi tu seras un bon gestionnaire, Maxime, tu seras un bon gestionnaire, alors que lui il n'aimait pas les chiffres. donc on a vraiment creusé, hein, et l'idée c'est vraiment voilà, de comprendre ce qui peut bloquer et là je lui ai tout simplement dit mais ton projet il n'a rien à voir avec la gestion, c'était un projet dans le sport. Donc j'ai dit, et là-dedans, il était très bon. Il avait un très bon achalandé, il était à fond sur le imaginer aussi. Donc c'est comment on utilise ça au service de ce qu'il aime moins faire. Et donc voilà, on va essayer de questionner sur les creux. Et après, l'idée, c'est d'établir un petit plan d'action et de se dire, voilà, par rapport à mon accompagnement, sur quoi est-ce que je peux être utile, sur quoi est-ce que je peux t'aider ou comment est-ce que tu peux mieux t'utiliser au service de ton projet. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Ouais, au niveau d'une remarque, moi j'identifie surtout l'identification des visions du porteur de projet en fait, qui va permettre de pouvoir le projeter sur le long terme au niveau de son service, comment il va se sentir dessus, et les valeurs humaines aussi. C'est deux points en fait. Tu peux avoir des valeurs humaines qui vont être hyper focus sur l'objectif et réalisation du chiffre d'affaires et revente du projet à long terme, ou plutôt partir sur un projet à impact qui est sur la pérennisation du temps. Et je pense analyser ces deux facteurs avant de justement pouvoir cerner le profil de l'entrepreneur, ça te permet de savoir la direction dans laquelle tu vas avancer dessus. Ouais, ça peut être une bonne idée de première marche avant effectivement d'arriver sur la vue globale et la vue d'ensemble. Ouais. Oui, on va. Super, merci. Dans ton expérience, comment ça se traduit avec des projets portés en collectif ? Très bonne question, merci. L'idée, c'est quand c'est porté en collectif, l'objectif, c'est de comprendre la dynamique d'équipe aussi. Donc, c'est d'interroger les entrepreneurs individuellement, mais aussi de comprendre en équipe comment ils fonctionnent. Et l'exemple que je vous ai donné sur donc ce directeur financier et que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, il avait un associé qui attendait de lui qui s'occupe de ça. Donc, autant vous dire que lors du débrief, ça a été une certaine révélation. Donc, ils se sont regardés et l'autre, il dit « Mais attends, moi, aujourd'hui, si je me suis associé avec toi, c'était principalement parce que j'attendais de toi que tu sois aussi sur cette dimension-là. » Et ça a été très enrichissant parce que l'objectif, en tout cas, quand on le fait en équipe, c'est aussi de révéler les motivations de chacun pour qu'ils puissent se comprendre, qu'ils puissent savoir ce qui va les motiver ensemble, se projeter ensemble et savoir aussi comment ils vont se répartir les tâches. Parce que, donc, en prenant le modèle avec les 5 dimensions, on peut même faire un tableau et moi ce que j'utilise, j'appelle ça un canvas faire, mais bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais je leur demande parfois même de se lister, donc quand ils sont en équipe, qui fait quoi dans chacune des dimensions, qu'est-ce qu'ils font à 2, qu'est-ce qu'ils font à plusieurs, qu'est-ce qu'ils externalisent et comment est-ce qu'ils arrivent aussi à faire un suivi de projet en prenant en compte les dimensions. Et l'objectif, pour parfois aussi 2 associés qui sont
à peu près pareil, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des associés qui sont très 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 similaires, c'est ensemble de prendre conscience qu'ils ne doivent pas avoir une zone d'ombre. Parce qu'il y en a souvent un qui dit à l'autre tu peux faire ça, et l'autre il dit ouais je vais le faire, et finalement ils ne le font pas. Et donc l'idée c'est aussi ça, c'est d'avoir en équipe, donc d'avoir quand même une équipe qui va s'occuper de chacune des dimensions. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Ok, bah si c'est clair, ça veut dire qu'on va pouvoir aller manger. Mais avant ça, je vais quand même vous laisser mes coordonnées. Tac. Donc si vous avez besoin, parce que parfois il y a des questions qui vous viennent pas tout de suite, ça m'arrive même très souvent. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email. Et comme ça, je pourrais même vous envoyer de la documentation sur FAIR. J'ai aussi écrit des articles et il y a des interviews aussi, enfin des retours expériences côté donc utilisateurs, accompagnateurs comme vous, mais aussi des entrepreneurs qui ont bénéficié d'un accompagnement avec FAIR. Donc voilà. Oui. Oui. Donc au niveau tarif, au niveau commercialisation, tout simplement. Alors avec ce que vous avez là déjà, vous pouvez l'utiliser comme ça, de cette manière-là. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a une formation d'une journée qui a pour but donc de vous aider à utiliser. Donc c'est un questionnaire en fait derrière FAIR. Il y a un questionnaire en ligne, il y a une plateforme qui vous permet, vous accompagnateur, d'envoyer un lien à l'entrepreneur qu'il va remplir et ça va donner un résultat sur chacune de ces dimensions. Donc on va avoir un score qui va apparaître sur chacune de ces dimensions. Donc il y a une formation nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Vous ne pouvez pas aller sur la plateforme et l'utiliser comme ça. Il faut suivre une formation. Et ensuite, un crédit. Donc, ça, un entrepreneur qui est accompagné et qui passe ce questionnaire, c'est 35 € hors taxe donc pour le crédit. Et si vous en achetez en volume, en fonction de la taille de votre organisation, c'est dégressif. Donc, dès qu'on passe 10 profils achetés, on est à 30 € hors taxe. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 20 € si vous en achetez vraiment beaucoup. Et la formation, les tarifs vont varier. Donc, je pourrais vous envoyer, si vous m'envoyez un email, je peux vous envoyer les différents tarifs, mais en fonction de si vous êtes indépendant, si vous êtes dans une petite organisation ou si vous êtes dans une grosse structure, on a fait exprès de faire des tarifs différents. Oui, il y a aussi un tarif particulier. Oui, on est Calliope. Mais c'est pas au CPF encore. Non, pas encore. Par contre, si tu es en individuel, ça marche pas, mais c'est aussi finançable par un OPCO. Voilà, mais on n'est pas encore au CPF, ça prend un peu de temps. C'est bon pour vous? Bah, merci en tout cas, merci à tous. Et si vous avez d'autres questions plus tard, on va se recroiser.